bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints ici au théâtre d'Alençon et aussi évidemment sur les internets. J'invite d'ailleurs d'ores et déjà les tweetos à animer la conversation digitale avec un unique hashtag qui sera hashtag la belle saison, car aujourd'hui nous autorisons exceptionnellement les smartphones dans cette salle, mais quand même en mode silencieux, s'il vous plaît. Je suis Raphaël Yem, je suis d'habitude dans votre écran de télévision en qualité de journaliste ou d'animateur, et aujourd'hui, à ce que je vois, je suis aussi sur grand écran. Ok, j'aurai l'honneur de vous accompagner tout au long de cette rencontre. Bienvenue à notre table ronde consacrée à la génération Z, et laissez-moi, s'il vous plaît, le plaisir d'introduire cet événement par un jeu. Nous allons toutes et tous ensemble participer à un quiz, et pour ce faire, je vais vous demander de saisir la tablette qu'on vous a distribuée à l'entrée, car qui dit digital évidemment dit tablette. Voilà, je parle bien de la tablette en carton qu'on vous a donnée, la tablette qui est soit jaune, la tablette la plus simple du monde évidemment. N'en rajoutez pas s'il vous plaît, je vous entends, hein, d'accord. Elle n'envoie pas de mail cette tablette, on ne peut pas jouer à Minecraft non plus, on peut poster aucune photo, mais elle vous permet de répondre à ce quiz par vrai ou par faux. La voici, hop, cette tablette avec le jaune fluo, vous répondrez vrai tout simplement, avec le orange, ce sera faux. Est-ce que vous avez bien compris les règles du jeu ? Mesdames et messieurs, je vous entends. Oui ? Non ? Ok, oui, je considère que c'est oui. Très bien. Donc, jaune fluo, vrai, orange, faux. Par exemple, on va faire un essai tout de suite. Est-ce que vous êtes heureux d'être au théâtre d'Alençon aujourd'hui ? En tout cas, c'est vrai que vous êtes heureux d'être au théâtre d'Alençon aujourd'hui. Vrai, faux ? Ouais, il me semble qu'ils sont tous heureux. Ils sont tous heureux. Ouais. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Alors on va commencer ce quiz sur le digital, sur la génération Z. La première question, la voici, mesdames et messieurs. Les résultats d'une étude montrent qu'aujourd'hui, un foyer est équipé de 7 écrans en moyenne. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Vous utilisez votre tablette pour me répondre. Je crois que la question de toute façon s'est inscrite sur ce grand écran. Les résultats d'une étude montrent qu'aujourd'hui, un foyer est équipé de 7 écrans en moyenne, vrai ou faux selon la salle ? J'ai une majorité de vrai. 7 écrans, eh bien c'est faux, mesdames et messieurs. Sachez qu'un foyer est équipé de 11 écrans en moyenne. Deuxième question, maintenant. Les jeunes, bon, on va dire les moins de 15 ans, passent en moyenne 37 heures par semaine devant un écran. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? J'ai l'impression qu'il y a plus de vrai, mais il y a beaucoup de faux aussi. Beaucoup de faux. Sachez, mesdames et messieurs, que c'est vrai, puisque les jeunes de moins de 15 ans passent en moyenne 37 heures par semaine devant un écran. Et enfin, la dernière question. Selon l'enquête menée par Olivier Donat, l'âge moyen des publics des équipements culturels a eu tendance à baisser. Vrai ou faux ? Jaune fluo ou orange ? L'âge moyen des publics des équipements culturels a eu tendance à baisser. Majorité de faux. Eh bien, c'est faux. C'est faux, chers amis. L'âge moyen des publics des équipements culturels a augmenté suite à l'accroissement du poids des seniors dans la population française. Des données qui soulignent l'intérêt total des publics jeunes sur le digital, sur les écrans, et qui évidemment nous interrogent quant à leur perception du spectacle vivant. On en parle tout de suite ensemble sur le plateau. Bienvenue encore, mesdames et messieurs. Vous allez bien ? Ça va ? Tout va bien ? On va se donner un peu de chaleur et d'amour. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Je crois qu'on en a besoin en ce moment, de toute façon. Parce que les pratiques des enfants évoluent à la vitesse grand V, parce qu'il s'agit de comprendre leur monde 3D pour mieux les toucher, parce que nous aimons agiter nos neurones et regarder vers demain. La scène nationale 61 prendra la forme d'une gigantesque cocotte minute de réflexion où chacun pourra s'exprimer et débattre.
N'oubliez pas, il y a un hashtag, si jamais vous avez votre smartphone et que vous êtes sur Twitter, c'est le hashtag La Belle Saison. Je vais demander à nos intervenants de nous rejoindre ici sur ce plateau. Il y a Régine Montoya, il y a également notre ami Raphaël Camus et aussi Romain Dubreuil et aussi notre grand témoin qu'on ne présente plus ici, notre grand témoin qui est auteur, témoin des Belles Saisons. On va se mettre ici. Hein, tu peux prendre ce micro par exemple, tiens, hop. Je te laisse même cette place d'honneur si tu le souhaites. Grand témoin, grande chaise, grand témoin, grande voilà. chaise. Mesdames et messieurs, est-ce utile de vous présenter Nathalie Papin? Grand témoin, voilà. Notre grand témoin des Belles Saisons, de la Belle Saison. Non, pas de la Belle Saison, bien que, effectivement, je fus grand témoin de pratiquement tous les événements de la Belle Saison. Mais je suis principalement là grand témoin de 3 manifestations organisées par la DRAC Basse-Normandie, l'Audia, et 3 structures donc, autour des 3 âges. Donc les 3 structures, c'est le champ exquis à Blainville-sur-Orne pour les 3-6 ans, le théâtre de Vire pour les ados et la scène nationale d'Alençon pour les 6-10 ans. Je vais faire un tout petit parcours de la Belle Saison. Dans sa leçon inaugurale lors des journées d'études de la Belle Saison en mai 2015, donc à la mi-saison en fait, qui réunissait 150 professionnels de la Chartreuse des Avignons, Olivier Py concluait ainsi. En destinant un spectacle à l'enfant, commençons par lui donner un destin. Il m'a semblé intéressant de partir de cette phrase-là. Et ne semble-t-il pas que la génération dont il va être question aujourd'hui, que l'on appelle la génération Z, celle qui suit X et Y, est celle qui va se destiner elle-même? On dit qu'elle est autodidacte. Vous en débattrez. Ces journées d'études donc en Avignon qui réunissaient 150 chercheurs me faisaient penser que je partageais collectivement ce que je vivais depuis des années individuellement. C'était vraiment quelque chose de voir cette Belle Saison avec ces centaines de professionnels travailler pendant 18 mois. Donc, quand on crée pour le jeune public, on a toujours un psychologue à sa droite, un sociologue à sa gauche, un enseignant devant, un parent derrière, une multitude de médiateurs sur les côtés et des enfants partout. Il est probable que la génération Z élargisse encore ce champ des compétences multiples. Nous arrivons à la fin de la Belle Saison. Donc, c'est probablement la dernière rencontre. Qui aura duré, donc je disais, 18 mois, ce qui est très long, c'est très rare pour une année nationale comme ça. Il y a eu plus de 800 projets partout en France et c'est plutôt organique de clore cette Belle Saison avec la génération Z, fin de l'alphabet, pour en ouvrir un autre. Lundi 16 décembre devait se dérouler à Paris l'annonce de la clôture de la Belle Saison et les préconisations futures par Fleur Pellerin, ministre de la Culture. Et évidemment, cette manifestation a été annulée. Cette Belle Saison fut lancée au Festival d'Avignon 2014 en juillet par Aurélie Filippetti. Elle est née de la volonté de très nombreux professionnels portés par l'association Scène d'enfance et d'ailleurs. Le 16 juillet 2012, le manifeste des 40 propositions pour le jeune public est lu devant 200 professionnels. Et le 20 octobre 2012, 400 professionnels se réunissent à Paris au Montfort pour un colloque intitulé « Le jeune public à l'âge de la maturité », où il est question souvent d'âge. La confirmation par le ministère de la Culture d'une année consacrée à la jeunesse est donnée. Et donc, le 16 juillet 2012, Aurélie Filippetti ouvre officiellement la Belle Saison, qui est la 39e proposition du manifeste. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ce parcours un petit peu sérieux, mais c'était important de le redonner. Et je finirai par dire que tout ce qui... J'ai souvent eu, dans toutes ces rencontres, l'occasion de sentir que parmi tous ces professionnels, ces artistes, ces chercheurs,
il y avait quelque chose, un lien un peu imperceptible qui nous reliait. Je me suis souvent demandé ce que c'était. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui dépasse les rivalités inexorables, etc. Et en fait, c'est vraiment quand même le fait de s'adresser à la jeunesse. Et le fait de créer pour la jeunesse, quand même, c'est toujours un pari sur la vie. Et on sait que ce pari est quand même souvent, et encore plus, un vrai combat. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Comme c'est un plaisir de vous écouter, je vais vous demander, toujours en qualité de grand témoin, de revenir à la fin de ces différentes séquences pour conclure à votre façon les débats que nous aurons eus sur cette scène. J'aimerais, mesdames et messieurs, avant de donner la parole à nos intervenants, en excuser d'autres qui malheureusement étaient annoncés au programme et qui ont dû annuler leur participation au dernier moment. Vanessa Lalo et Cécile Terrouane, mais évidemment, heureusement en tout cas, nous avons rebondi et nous avons des intervenants de qualité qui sont réunis sur ce plateau face à vous. Je vous ai mis une pression terrible. Je vais commencer avec... faut-il encore vous présenter la directrice de la scène nationale de l'Orne, Régine Montoya, qui est évidemment cette équipe à l'initiative de cette rencontre. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'aborder cette thématique et ce public? Le public, bon, c'est pas mon travail. Hein. Le public, parce que ça fait partie, de nos missions, de mes choix et de mes envies. Avant de venir ici, je travaillais déjà dans un lieu qui avait un pôle national de ressources d'éducation artistique, donc j'ai été forcément sensible, pardon. Et puis le numérique, parce qu'on se pose toujours la question avec toute l'équipe ici, quel outil numérique on peut mettre en place pour donner aux enfants les outils pédagogiques, mais aussi pour les attirer. Parce qu'il y a aussi cette notion-là. C'est une notion, je vais dire un gros mot qu'on n'aime pas beaucoup, de marketing. Mais voilà, comment on peut attirer aussi les jeunes avec le numérique. Ce sera l'une des séquences d'ailleurs de notre rencontre, le marketing. Avant de parler des pratiques numériques des jeunes et pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, il est fondamental de cerner leurs besoins, leurs attentes, leur mode de vie. Pour cela, nous avons convié Raphaël Camus, qui est juste à côté de moi, spécialiste de l'évolution des jeunes. Ah bah, faites pas cette tête, Raphaël, quand même. Non ? Bon, vraiment, question presque grossière, mais histoire de déblayer un peu le terrain. Qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui et puis qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Ça, c'est un programme. Vous pouvez répondre à cette question aussi si vous êtes déjà... sur Twitter, #LaBelleSaison. Hein. Faites-nous rire aussi. Alors, un jeune, on va resserrer le champ parce qu'il n'y a pas un jeune, mais il y a des jeunes. Donc, on est bien sur les enfants. Et on n'est pas sur les ados, on va rester sur les 6-10 ans qui ont été évoqués, puisque quand on dit jeune, souvent on a aussi tendance à monter sur la tranche d'âge d'au-dessus, voire encore plus. Donc on va bien rester sur les enfants. Et je tiens à préciser, puisque les ados ont des comportements qui pour le coup sont très différents, donc c'est important d'être bien sur les enfants. Alors sur les enfants, pour un peu démystifier aussi un certain nombre de choses, bon déjà ils passent quand même beaucoup de temps à l'école. Ensuite, tous les ans, il y a une étude qui est faite par Ipsos qui s'appelle Junior Connect, qui donne pas mal d'informations sur leurs pratiques et sur ce qu'ils font de leur vie en fait, et qui est accessible en ligne, que vous pourrez trouver. Elle sort en général en début d'année. Et en fait, on se rend compte que quand même, ce qu'ils aiment faire, c'est jouer avec leurs amis. Donc la dimension du lien social et d'être avec ses copains, c'est quand même très important quand on a 7, 8, 9, 10 ans. Ils aiment faire du sport. C'est aussi une pratique qui fait partie de leurs activités régulières. Et effectivement, ils passent du temps sur les écrans. Mais ils ne font pas que passer du temps sur les écrans. Donc ça me semble quand même un point important à souligner. Alors effectivement, ils vont y passer quand même pas mal de temps. Et je pense qu'il faut aussi bien situer qu'ils passent beaucoup de temps devant la télévision. Au-delà du web, donc dans l'étude d'Ipsos, on est sur 5 heures passées par semaine à surfer sur Internet pour les 7-12 ans, hein, j'entends, je ne parle pas des ados toujours, là les chiffres montent, mais quand même 10 heures de temps passé devant la télé. Donc la télé reste quand même un accès, enfin un moment de loisir et un accès important à l'image et à une pratique qu'ils aiment beaucoup.
Et ce qu'il faut souligner, c'est que souvent, ils font deux choses en même temps. Quand ils sont devant la télé, ils font autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant et qu'on retrouve sur les générations plus âgées. C'est ce côté multitâche. Donc je suis devant la télé, puis je vais aussi surfer sur Internet en même temps. Donc il y a cette dimension, je crois qu'on parle du cerveau après, où on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Et puis, ils passent aussi à peu près entre 4 et 5 heures à jouer à des jeux vidéo. Donc si on prend les pratiques, on a effectivement une vie sociale avec ses copains, etc. On va à l'école et puis on a une pratique à la maison d'écran avec la télé qui est quand même l'écran numéro 1. Et puis de l'Internet et du jeu vidéo. Et sur Internet, on va beaucoup sur YouTube et on regarde beaucoup de vidéos encore, plus que d'être sur les réseaux sociaux, en tout cas dans cette tranche d'âge. Entendu. Voilà. On va de toute façon en reparler dans quelques Tout à instants. Dans un article du dernier numéro de La Scène, que je pense que vous connaissez toutes et tous, Cécile Elmedi, psychologue clinicienne, déclarait, je la cite, qu'au spectacle, ce qui est essentiel, n'est pas de comprendre, c'est l'expérience, le fait d'éprouver des sensations. Alors, est-ce qu'un enfant ressent les mêmes sensations devant du théâtre d'objets que devant son écran? On va non pas poser directement cette question à notre dernier invité, Romain Dubreuil, qui est le directeur du BIGE de l'Orne, le bureau d'information jeunesse. Mais en tout cas, vous qui êtes habitué au public jeunesse, quelle est la pratique numérique digitale la plus populaire auprès d'eux? Sur les 6-10 ans, du coup, voilà, je peux rebondir. On va rester sur les 6-10 ans. Sur les pratiques numériques, je crois que le portrait a été bien brossé par Madame Camus. Du coup, juste par rapport à Junior Connect, il y a un point sur cette enquête qui me semble importante aussi, c'est la notion de replay, en fait, au-delà de YouTube. Et notamment sur le public jeune 6-10 ans, il y a un phénomène qui est marquant et qui est nouveau, c'est cette notion de replay sur la télévision. Ou replay aussi. Si genre, t'es un peu un américain, replay. Voilà, c'est ça, ou un replay. Mais c'est vraiment nouveau, en fait. Au-delà de YouTube, il y a vraiment cette notion qui est vraiment nouvelle là, depuis 1 ou 2 ans, où il y a une grande consommation de dessins animés par ces nouveaux canaux, qui passent à la fois par la télévision, mais qui vont aussi passer par la tablette et par Internet. Ce qui va expliquer aussi peut-être les chiffres de 37 heures par semaine assez rapidement. En fait. Voilà. Mais cette pratique, elle est vraiment diversifiée et multi-usage. En fait. Je dirais qu'ils sont capables de jouer à la console en regardant un épisode d'un dessin animé sur leur tablette. Ça pose vraiment aucun souci pour eux. Le BIGE, d'ailleurs, qui, je crois, live tweet cette rencontre, comme les équipes de la scène nationale 61, vous pouvez aussi aller regarder, puisque nous sommes de grands enfants, on fait 2 choses à la fois aussi. Regardez aussi ce qui se passe sur Twitter pour avoir aussi le contenu de cette... C'est moins naturel pour nous, en fait. On y reviendra sûrement. On va y revenir, c'est sûr. Justement, puisque je vous parle de la scène nationale 61, ses collaborateurs, ses membres, ses trublions, se sont... soumis à une question, qu'est-ce que la génération Z? On les retrouve sur le grand écran. C'est ma génération sans doute, génération Zappa, Frank Zappa. C'est ceux qui jouent à Candy Crush pendant qu'il y a un super spectacle devant eux. Ah, à moins que génération Z, ça soit la génération Zapata. Alors, la génération Z, pour moi, c'est la génération canapé. Voilà. Ah, ou alors, à moins que ça soit la génération Zavata. Je sais pas, c'est une marque de vêtements. C'est la génération d'aujourd'hui. La génération dite silencieuse, qui tweet, qui est sur Facebook. Les autres, ils savent pas. Génération Z, génération zombie. Alors, vivant devant les écrans, mort devant les humains. La génération de zéro. Tu sais pas ce que c'est? Non. X, je dis pas. Y, Z, je vois pas. C'est la génération qui est née après la X. Et c'est la génération dite silencieuse ou la génération dite CCC, communication, connectée. Et l'autre C, je ne sais plus. Voilà. En fait, c'est les tout petits qui sont nés à partir de 2000. Alors les autres C, je t'en informe, c'est collaboration et créativité. Voilà.
C'est la génération C, communication, connexion, collaboration, créativité. Donc en fait c'est cette génération qui est née avec l'éthique, technologie d'information et de communication, qu'on appelle presque maintenant, puisqu'on est presque dépassé, qu'on appelle aussi génération alpha, si je me trompe pas. Ah oui, ça va tellement vite. C'est les plus petits, la génération alpha. Bah voilà, sur les 6-10, C'est encore. moins de 5 ans. C'est moins de 5 ans. Ouais. Enfin, on ne sait pas s'ils existent encore, hein. On va voir. Le recul nous dira si on a vraiment une génération alpha. Alors justement, puisque vous avez les micros, mes amis, j'ai oublié de vous dire évidemment que nous allons partager le micro toutes et tous. Il y a les personnes du théâtre qui vont pouvoir, si vous le souhaitez, vous aussi apporter un témoignage, poser des questions, rebondir sur ce que nos intervenants viennent de dire. Évidemment, on est ensemble, on en profite. Vous pouvez demander la parole et on vous la donnera avec plaisir. Grâce à Amandine qui est là-bas et Madeleine qui est juste ici. Voilà, n'en profitez pas pour autre chose que leur demander le micro, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, quels critères faut-il remplir pour intéresser les enfants? Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui... Bonne question. Bon, Raphaël. Ouais. Moi, je pense que on a parlé de multitâches juste avant. On a quand même une génération qui voit beaucoup de choses. Et je pense que il faut qu'il y ait une dimension d'innovation, que ce soit nouveau, que ça les interpelle. Il faut que ça bouge. Il suffit de regarder un dessin animé, la vitesse à laquelle ça va. Donc il y a quand même quelque chose comme ça, il y a une dynamique. Et donc il faut réussir à surprendre par rapport à un environnement d'image et médiatique qui est quand même très, très intense. Donc c'est cette idée de nouveauté, de casser un peu des choses ça va réussir à les surprendre en fait par rapport à tout ce qu'ils peuvent voir sur les écrans au sens large. Et Romain? C'est toujours difficile de passer en deuxième. Comme ça allait de passer en premier, tu sais. Ouais, je vais prendre la parole en premier la prochaine fois. Très clairement, la nouveauté, la vitesse. Et il y a des choses très très identitaires et générationnelles en fait. Ça change très très vite. On va pas avoir des générations de 2-3 ans en fait. En gros, d'une classe à l'autre, ils vont pas forcément avoir le même centre d'intérêt pour se démarquer. Je crois aussi qu'il y a dans cette notion de vitesse, il y a vite se démarquer des autres pour paraître plus innovant ou ramener de la nouveauté. Mais oui, ils voient beaucoup de choses. Ils connaissent sûrement beaucoup plus de choses que ma génération ou la tienne, ou les vôtres. Parce que, je pense que Raphaël et moi, on a encore Y et après les autres, ça doit être X. Moi, je suis X aussi. On lancera les présentations sont faites. D'ici la fin de la journée, qui est X, qui est Y, qui est A. On peut le dire. Hein. Voilà. Visuellement, c'est à peu près. Très aimable. Ah oui, très. C'est une façon de ne pas demander la pièce d'identité, en fait. Non, mais oui, ils connaissent beaucoup de choses. Ils ont une ouverture sur le monde qu'on ne pouvait pas avoir il y a 15 ans. C'est quand même une très très grosse différence. Pour avoir accès aux États-Unis, à l'Australie, à l'Afrique ou en Asie, il y a 15 ans, c'était quand même très très compliqué. À la fois au niveau et surtout au niveau culturel, au niveau de la musique, au niveau des vidéos, de la création. Ils ont un afflux qui vient du monde entier, ce qu'on n'avait pas du tout il y a 15 ans avant Internet en fait. À la rigueur par peut-être justement, mais on y reviendra en venant dans des salles de spectacle qui allaient amener cette diversité. Mais on ne l'avait pas forcément chez soi ou juste par le prisme de la télévision, mais qui était limité aussi. Régine, vous devez aussi vous poser cette question. Oui, d'autant plus que, comme on vient de le dire, en fait, moi, si j'ai voulu amener donc le débat sur les 6-10 ans et par rapport au numérique, c'est que justement, les enfants aujourd'hui, ils ont une multitude de propositions et d'ouverture. Et donc, quelle va être la place du spectacle vivant et quelle est la place du spectacle vivant dans leur vie? Parce que quand on a réfléchi à la journée, je me suis dit, mais en fait, on a très peu les enfants. Puisque au pire, ils viennent une fois avec l'école.
au mieux 3 fois avec l'école quand on a un institut qui a pris le parcours jeune public, et peut-être une 4e fois avec les parents. Donc c'est rien par rapport à toute cette proposition de jeux, de voyages, de découvertes qu'ils ont aujourd'hui grâce aux tablettes. Donc en fait, on s'est dit aussi que peut-être que tout ça allait justement renforcer la place du spectacle vivant, parce que, à mon sens, mais bon, là je parle pour ma paroisse, je pense que rien ne pourra jamais remplacer la rencontre avec l'œuvre. Et que là, il y a une émotion qui n'est pas la même et qui ne se fait pas devant une tablette. Ça fera peut-être réagir notre public tout à l'heure. N'hésitez pas, évidemment, à prendre la parole. Et c'est le moment. Oh, mais je connais cette personne en plus, tiens. Oh oui, tiens, ça me fait plaisir de te voir. Attends, on va te passer un micro. Oui, il est allumé, on t'entend très bien. Bon, ok. Donc Véronique Piantino, Théâtre du Champ Exquis. Je me demande, même si aujourd'hui on est à l'heure de spectacle, je parle du spectacle vivant, où on mélange beaucoup la vidéo, la danse, les arts plastiques, le théâtre, le texte ou pas le texte, enfin bon, je sais que ça, c'est une forme de réponse à ce monde dans lequel on est et qui bouge. Mais je me demande aussi, c'est une vraie question, si le rôle du spectacle vivant n'est pas aussi d'affirmer sa différence, de marquer finalement peut-être encore plus une différence, une spécificité dans la rencontre avec les œuvres. Avec le digital, tu voilà, veux dire. de façon sensible. Parce qu'on ne pourra jamais rivaliser, enfin jamais. Si, faut avoir beaucoup de moyens pour rivaliser avec les écrans au théâtre. Enfin, à mon sens. Peut-être souhaitez-vous répondre à je ne sais pas s'il faut raisonner en rivalité. Je pense que c'est effectivement c'est 2 choses complètement différentes. Et je rejoins ce qui était dit juste avant. Je pense que l'émotion qui est générée dans le spectacle, on est quand même sur du 6-10 ans, on est sur des enfants. Pour qui le lien humain est quand même très fort. Et d'ailleurs, même dans les pratiques télé, comme c'était évoqué juste avant, regarder un film avec sa famille, entre soi, cette dimension du lien, elle est importante pour eux. Donc le théâtre, ou le spectacle au sens large, il est dans cette dimension de l'échange et du lien. Et je pense il n'est pas en opposition, il propose, ou en tout cas il va pouvoir apporter cette dimension-là. Et je pense que sur cette tranche d'âge, alors sur les ados, je ne dirais pas forcément, mais sur cette tranche d'âge, ça a vraiment du sens. Et créer une interactivité, du lien humain et des émotions qu'on ressent vraiment. Parce que quand ils jouent à Candy Crush, les émotions, c'est « Waouh, j'ai gagné !» et puis ça s'arrête, c'est fini, c'est éphémère. On n'est pas sur une émotion forte. Enfin, ça, c'est alors justement, parlons émotion, perception. Quels sont les impacts positifs et négatifs des nouvelles technologies sur le cerveau des enfants ? Je vais me lancer du coup. On revient en fait, il y a un côté multitâche en fait. Ça, c'est le gros côté positif. On va voir que les côtés positifs forcément engendrent des côtés négatifs. Ils sont multitâches, ça c'est une certitude. Si on prend, ils le seront encore plus à mon avis sur la tranche 6-10 ans. Juste pour schématiser le fond de ma pensée là. Si on prend des gens de la génération X, bien avancé, c'est compliqué pour eux, par exemple, de recevoir un appel téléphonique quand ils travaillent ou qu'ils saisissent un mail. Si on reste dans l'univers professionnel, souvent ils vont laisser tomber la rédaction du mail pour se concentrer sur la conversation téléphonique. Ce qui n'est pas le cas de la génération Y et qui ne sera pas le cas de la génération Z, qui va éventuellement pouvoir prendre la conversation téléphonique, va taper son mail, et une fois qu'il va avoir fini son mail, va reprendre son activité ou aller sur Facebook. Schématiquement, c'est assez schématique. On est d'accord, le point négatif, c'est la concentration. Je vais être moins concentré, je vais pouvoir faire les 2 ou 3 choses en même temps, par contre, je vais moins bien les faire. Mais malgré tout, je vais gagner en efficacité. Voilà, parce que je vais faire plus de choses, même si c'est un petit peu moins bien fait. L'autre chose, c'est la vitesse d'exécution. Mais qui dit
instantanéité, rapidité, dit forcément parfois aussi précipitation. Donc voilà, il y a quand même ces deux aspects. Au niveau du cerveau, voilà, il y a des études qui ont été faites sur le développement de certaines parties du cerveau liées à l'écran. L'autre chose, en fait, le gros problème qui est posé par les tablettes notamment, au niveau, si on reste sur les jeunes, alors un peu plus jeunes, c'est dans la conception des repères spatio-temporels notamment. Une tablette, ça vous échappe pas qu'un cube est plat. Il n'y a pas de 3D en fait avec les écrans. Et ça, c'est un gros problème, alors pas forcément sur les 6-10 ans, mais sur les moins de 6 ans, où justement il n'y a pas cette construction qui va se faire à travers un carré. Il n'est pas carré sur la tablette, il est plat au toucher. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et puis tout ce qui est séquençage en fait, d'une histoire. En fait. On est très passif face à l'écran. Disons que les Playmobil et les Lego vont avoir du bon, justement, et on va revenir au spectacle aussi, peut-être à travers ça, se construire une histoire, en fait, où il y a un avant, un après, un pendant, ce qu'il n'y a pas forcément sur un dessin animé où je vais rentrer dedans et ça va se passer, en fait. Voilà, au niveau un petit peu compréhension, comment ça peut... Un complément, des précisions il y a aussi une dimension zapping, alors qui est liée à la concentration en partie, mais... quand on le fait tous d'ailleurs, hein, vous lisez un article, il y a un lien, vous en ouvrez un autre et vous en ouvrez un autre. Et au final, il s'est passé 1 heure d'ailleurs, vous avez parcouru je ne sais combien de contenus, de manière plus ou moins approfondie, et vous avez zappé d'une chose à l'autre. Donc on fait qu'on est quand même sur effectivement une génération qui zappe assez facilement. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, maintenant j'ai perdu le fil, il y avait autre chose que je voulais dire. Moi, j'ai oublié quelque chose. Vous êtes un duo, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est l'automatisation, en fait, qui est problématique. Nos petits outils, téléphones, tablettes et autres, automatisent beaucoup nos vies. Et du coup, avec ça, on a, face au changement, on a des difficultés, on a surtout moins de raisonnement, en fait. C'est-à-dire que, je vais reprendre un exemple très récent que j'ai rencontré, sur la mémorisation d'un mot de passe, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout. Parce que tout est enregistré dans notre smartphone ou sur notre tablette. Et du coup, le jour où le smartphone ou la tablette tombe en panne, on se retrouve un petit peu démuni parce que tout était bien réglé, ça marchait très bien. Et là, j'ai plus mon mot de passe et comment je fais ? Voilà, tout est tellement automatisé qu'on perd un petit peu en raisonnement. Et ça, c'est valable aussi pour les enfants. Ah, c'est valable pour les enfants parce que eux vont être aussi sur une génération. L'alpha, à mon avis, sera la génération des objets connectés. C'est pour ça qu'on parle ça va être encore pire, en fait. Ça sera pire parce que les objets connectés, théoriquement, leur but, ça va être de nous rendre la vie plus facile. Mais en nous rendant la vie plus facile aussi, on sert sûrement un petit peu moins de son cerveau, ou en tout cas pour certaines choses sur lesquelles les générations précédentes l'utilisaient. Et c'est là où le raisonnement ne va pas marcher, à partir du moment où on va calculer, mon oreiller va calculer le fait que je puisse me réveiller et va me lancer la lumière toute seule. Voilà, ça se passe comme ça, quoi. C'est normal. Parce que j'aurais rien réglé, tout se fera naturellement, et parce que voilà, j'aurais pu la décision à un moment de programmer mon réveil à telle heure, ça le fera pour moi tout seul. Tu as retrouvé le fil ? J'ai retrouvé le fil. Voilà. Parce que ça m'a... Vous complétez très bien. Je voulais revenir sur le fait de construire une histoire. Il y a des travaux très intéressants de Serge Tisseron qui est pas dans l'opposition du tout par rapport à ces outils-là, et qui a une approche assez intéressante et qui met en parallèle une culture du livre et une culture des écrans, au sens d'une culture du livre qui est linéaire, ce qui est grosso modo la nôtre. On commence à un point 1. D'ailleurs, on aime bien les plans en France, hein, on fait grand 1, grand 2, grand 3. Et donc, quelque chose de très linéaire. On commence à la page 1 et on finit à la page 200 et on a tout lu dans l'ordre. Et là, on est sur une culture des écrans au sens de la juxtaposition. C'est-à-dire qu'en fait, on juxtapose des choses et on peut très bien commencer au chapitre 4, revenir au chapitre 2 et repartir au chapitre 5. Donc, c'est une manière aussi de réfléchir qui est complètement différente et donc qui va générer des attentes aussi par rapport, alors ça peut être par rapport à du spectacle, où on pourrait imaginer des choses qui se juxtaposent. En tout cas, il y a cette capacité à voir plusieurs choses en même temps, avoir des approches
en parallèle, on va dire, les choses les unes des autres. Alors peut-être moins approfondies, effectivement, mais par contre beaucoup plus large, un spectre beaucoup plus large avec une juxtaposition. Donc il a fait pas mal de recherches qui sont assez intéressantes sur leur appréhension de cette culture des écrans, en fait. Et juste pour compléter encore sur cette histoire, ce qui est très compliqué en fait, et par rapport à l'utilisation d'une tablette sur la lecture, c'est qu'on ne sait pas se positionner où on en est dans l'histoire en fait. Parce qu'on sait très bien faire avec le livre papier, on sait si on est au début ou à la fin de l'histoire. Ce qui est très compliqué avec l'écran, où en fait on a plus ce repère qui nous dit, bah, voilà, j'ai lu 10 pages ou j'en suis à 70 pages et j'ai bientôt fini l'histoire aussi. Donc, il y avait des études qui avaient été menées autour de ça. On se repère beaucoup moins bien, forcément. On n'a pas de repère physique avec la tablette. Alors, le débat a lieu dans la salle, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis, on a lancé le hashtag La Belle Saison. Pouvez vous en emparer et retweeter et faire rebondir ça sur les internets. Et il y a le tweet de Fabien qui nous dit « La génération YZ peut faire 2 ou 3 choses à la fois, comme une maman, en fait. » Voilà. C'est mignon, ça. Pas un papa ? Un papa ne sait pas. Peut-être que les futurs papas pourront. Moi, je peux, en tout cas. Dans la salle, alors, qu'est-ce qu'on dit de ce côté-là ? Moi, je voulais poser du coup une question, mais peut-être qu'on en parlera peut-être prochainement, peut-être que je sors un peu là du cadre. C'était la question du coup de la concentration dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a déjà des études sur les déficits de concentration ? Et ensuite, mais peut-être que ce sera pour une troisième partie, je pense. Non, on peut en parler maintenant. Et ensuite, est-ce que les artistes, je crois qu'il y en a bien dans la salle, est-ce que les artistes l'ont ressenti, eux, le ressentent sur déficit de concentration dans la salle de spectacle avec eux, direct pendant le spectacle? N'hésitez pas à répondre aussi, évidemment. On discute toutes et tous ensemble. Juste vous donner une indication. Pour le spectacle, pour le théâtre, peut-être toi tu pourras mieux répondre. En tout cas, même sur le cinéma, moi j'ai été chargée de mission qui a fait des images d'un ciné-club pour les 8-12 ans. Et effectivement, ils ont plus de mal aujourd'hui à se concentrer. Parce que la séance se passait de la manière suivante, projection dans la salle, ensuite un goûter et ensuite une animation, mais avec un débat autour du film, etc. Formation à l'image, éducation à l'image, comme on l'appelle. Et effectivement, moi, j'ai constaté que les enfants avaient beaucoup plus de mal à se concentrer. 8-12 ans. Est-ce que le même sentiment est partagé ? Allez-y, je vous en prie. Problème de concentration. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, notre régisseur a un petit problème de concentration. Pourtant, c'est pas la génération. Je plaisante, camarade. En fait, je me demande, est-ce que c'est un déficit de concentration ou est-ce que aussi la donne change ? C'est-à-dire que j'ai vu un spectacle ici il n'y a pas très longtemps, Dark Circus, qui était vraiment un mélange à la fois vivant et numérique, puisque tout ce qui se passait sur l'écran était fait en direct. Donc là, on est vraiment dans le vivant et dans le numérique. Et c'est vrai que la salle, alors, elle bougeait, mais pas forcément trop. Mais en fait, on n'était pas dans le code théâtral que l'on peut nous connaître de le respect, le public ne parle pas parce qu'il va gêner les comédiens, etc., etc. Mais aussi dans une forme de partage quelque part, puisqu'il détectait les interactions entre le bonhomme qui faisait un truc là, qui rebondissait sur ce machin-là et qui apparaissait sur l'écran. Donc, il y a aussi, je crois, ça amène ces écrans, ça amène aussi, je trouve, une mutation. Et le mélange aussi des arts au plateau amène aussi une mutation, et forcément une mutation dans la manière de voir le spectacle, je pense. Et c'est peut-être une chose aussi à réfléchir en tant que créateur, c'est quoi un public aujourd'hui, quelque part. Voilà, c'était juste une question supplémentaire, désolé. D'autres réactions peut-être chez nos amis de la salle ? Oui, juste à côté de toi. Moi, je voudrais donner un témoignage par rapport au spectacle dans l'art de rue, où j'ai pas noté un problème de concentration des enfants, mais un besoin d'interagir de plus en plus fort, où les enfants sont
beaucoup dans l'interaction durant le spectacle de rue. Et aussi dans la question, à la fin du spectacle, de venir voir l'effet, comment vous faites. Et nous, on ne se sert pas du tout de nouvelles technologies. Et c'est justement souvent la question de comment ça se passe, de vouloir comprendre du coup qu'est-ce qu'ils ont vu, quoi, et comment ça se fait. Voilà. Régine peut aussi rebondir aussi peut-être sur cette question. Concentration, est-ce que toi, dans tes salles, tu as pu l'observer ? Non, moi je n'ai pas observé ça. Non, moi je ne fais que me poser des questions. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand les enfants sont dans la salle, et c'est d'ailleurs ce qui me rassure, et c'est que l'enfant, il est totalement enfant, il découvre, il est dans un monde imaginaire et ça marche, et il part justement avec des traces, comme vous le disiez tout à l'heure, qui vont être beaucoup plus longues et qui vont forcément amener d'autres choses, mais peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Non, moi je me pose juste des questions, c'est-à-dire que je suis dans un monde qui évolue, je suis aussi sur des pratiques qui évoluent. Les tablettes, on oublie de dire que derrière les jeux vidéo, les dessins animés, il y a des créateurs aussi. Parce qu'il n'y a pas que des créateurs au spectacle vivant, il y a des gens qui réfléchissent, il y a du marketing, enfin il y a des équipes autour de ces enfants, donc là sur les 6-10 ans, et moi je me pose juste des questions, comment ces enfants vont être aussi, comment ils vont faire demain pour venir au spectacle en fait, parce que je ne pars pas du principe, je ne fabrique pas les spectateurs de demain, on participe à la construction de l'enfant, et forcément que dans leur pratique et dans la façon de vivre ces pratiques, ils ne seront pas les mêmes en tous les cas de ma vieille génération qui est la génération X. Aussi une autre question qu'on pourra toutes et tous se poser au fil de notre débat. Alors, il y a une étude concrète sur la concentration ou pas ? Moi, pas à ma connaissance. Il y a sûrement qu'il doit y en avoir, mais moi je pense je rejoins un peu ce qui était dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a un fort besoin d'interactivité qui est aussi lié, alors qui est peut-être en partie lié aux pratiques numériques, qui est aussi lié au fait que dans les modèles éducatifs aujourd'hui, on donne aussi énormément la parole à l'enfant. Enfin, il y a beaucoup d'interactions. Mais c'est vrai que sur Internet, ils donnent très spontanément, facilement leur avis. Ils commentent, ils discutent, ils échangent. Effectivement, échanger. Ah, mais comment ça marche, comment ça fonctionne, et essayer de rentrer en interaction avec ce qui se passe. C'est une population, en tout cas, qui a priori a correspondrait tout à fait à ce genre de profil en termes de comportement. Et après, en termes de concentration, je pense qu'en fait, c'est aussi en partie lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qu'ils voient sur le web, ça bouge vite. Il se passe, on est sur des rythmes qui sont quand même rapides. Et peut-être qu'il y a aussi une question de rythme, c'est-à-dire qu'un spectacle, quand on a l'habitude d'être sur des rythmes rapides, peut-être qu'effectivement, au bout d'un moment, on a envie qu'il se passe quelque chose. Alors, est-ce qu'il faut que ça se passe ou pas ? Après, ça, c'est quel est l'objectif qu'on poursuit dans le spectacle, hein. La question n'est pas de dire il faut le faire, mais voilà, ça génère aussi peut-être des attentes de choses qui sont sur des rythmes assez rapides. Romain. Alors là, je vais être sur les 6-10 ans. Je crois qu'il y a un problème aussi en équipement, en smartphone, qui arrive à l'entrée en 6e. Donc on va être sur un public qui a entre 6 et 10 ans et qui n'a pas de smartphone. Je crois que ça changerait un peu la donne si le taux d'équipement baissait sur cette tranche d'âge-là. Ce qu'on voit beaucoup plus sur les ados, mais même sur les adultes, hein, pour fréquenter quelques salles de concert et de spectacle, moi, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est de voir le spectacle à travers l'écran de portable de mon voisin de devant. C'est assez gênant. Ça change la donne. Alors moi, je trouve que ça pollue la découverte du spectacle. C'est le cas. Il y a certains salles, je crois, qui se posent la question d'interdire un petit peu, ou certains artistes qui interdisent les captations. Je crois que Valérie Lemercier depuis des années refuse, et c'est toujours le cas. Et puis l'autre chose, ça marche aussi pareil pour la restauration en fait. Sur une autre forme d'art, il y a certains restaurants étoilés qui interdisent les téléphones parce qu'aujourd'hui, quand mon assiette arrive, la première chose que je fais, mon premier réflexe, c'est pas de m'ébahir et de me dire ah c'est chouette ce que j'ai à manger, c'est je le prends en photo pour le faire partager à tout le monde. Du coup, la découverte. Ça n'empêche pas de dire que c'est chouette, hein. Ouais, non, J'avoue, je suis le premier à le faire. Donc Mais
après, si on parle d'expérience, quand même, on se coupe d'une part d'expérience en fait en voulant hypothétiquement la faire partager à quelqu'un. Et surtout montrer, à mon avis, il y a un côté un petit peu égocentrique qui fait dire je suis au spectacle ou voilà, je mange, même si c'est très sympa. Merci Romain de me remettre en place. Mais non, mais après moi j'ai pas assez de followers en fait, sinon je le ferais peut-être. Non, mais voilà, il y a cette dimension-là aussi. Je crois d'équipement, le smartphone fait aussi que on l'utilise parce qu'il est là. Et si on en est privé, on ne l'utilise pas. Et à mon avis, on est plus attentif aussi. Dans quelques instants, on poursuivra cette discussion en parlant d'un gros mot. Mais avant ça, justement, puisqu'on parle de cette fameuse génération Z, des enfants des 6-10 ans, on a décidé de leur donner la parole. Voici ce que ça donne. Voilà la fameuse génération Z. D'ailleurs, j'ai vu passer un tweet tout à l'heure de Gaël, si je ne m'abuse, qui disait la génération Z, merci, n'a rien à voir avec Zappa. Donc, en même temps, quand je vois les gamins, je me dis que si, peut-être un petit peu. Finalement, alors, vous continuez, hashtag la belle saison. C'est aussi sympathique de pouvoir lire vos interventions digitales en même temps. Je vous parlais d'un gros mot. Le gros mot que je vais prononcer, c'est marketing. Qui peut être un gros mot pour certaines d'entre nous, et pas du tout d'ailleurs, aussi une motivation quelquefois pour d'autres. On lisait ça ensemble. Le pouvoir d'achat direct des enfants, celui des 0-12 ans, représente 2,30 milliards d'euros. En 2012, les 7-12 ans étaient 6% à être équipés en tablette. En 2013, ils étaient 19%. Alors, je vous pose la question aussi, presque un peu en spécialiste, quel est le profil acheteur des enfants et qu'est-ce que le numérique a changé à ce pouvoir d'achat ? Le numérique n'a pas changé le pouvoir d'achat, mais il a changé le pouvoir de prescription. C'est-à-dire que on a toujours eu de l'argent de poche. Enfin, les enfants n'ont pas plus d'argent de poche forcément aujourd'hui qu'hier. Enfin, les dernières études, j'ai vu des études faites par des banques, puisque ça les intéresse forcément. Donc, il y a des parents qui mettent de l'argent sur des comptes bloqués. Il y a de l'argent de poche qui est donné tous les mois aux enfants. Bon, ça a toujours existé. Donc, leur pouvoir d'achat à proprement parler, il n'est pas forcément plus important. Voire même, il y a 2-3 ans, il y avait une étude qui avait démontré qu'avec la crise, cet argent de poche, il était plutôt en stagnation, voire un peu en baisse. Par contre, le fait d'avoir accès, notamment, alors YouTube, il y a quand même beaucoup de pubs sur YouTube. Gulli, on n'en parle pas, mais c'est quand même une chaîne sur laquelle il y a énormément de publicité, et Gulli Replay aussi. Sachant que Gulli a une application sur tablette, smartphone, où il y a, les marques sont présentes. Donc c'est une chaîne de télévision qu'on retrouve sur le net. Oui. Donc voilà, c'est donc on est sur effectivement une population qui est quand même, en tout cas, beaucoup plus sollicitée, et donc ça génère une prescription enfantine auprès des parents qui, par contre, est beaucoup plus forte. J'aimerais, on va dire, voilà, où je veux, donc pour moi c'est plutôt ça, c'est-à-dire c'est l'impact sur la prescription qui est le plus fort, pas forcément sur le pouvoir d'achat à proprement parler. De toute façon, ils peuvent pas acheter en ligne, ils n'ont pas de carte bancaire, à moins qu'ils piquent celle de leurs parents dans leur sac. On va espérer qu'ils le font pas à cet âge-là. Et voilà, donc je pense plutôt pour ça. Je suis pas totalement d'accord sur l'achat en ligne en fait, justement. Toi, tu veux dénoncer tes enfants? Non. J'espère pas. Elle est trop petite. Oui, l'idée, peut-être que l'argent de poche direct n'a pas changé. Il y a quand même les abonnements téléphoniques qui arrivent assez tôt, alors peut-être pas à 6-10 ans. Et par contre, en termes marketing, il y a eu des grosses évolutions. Très tôt, les gens, et notamment les fabricants de jeux pour smartphones et tablettes, sont aperçus que c'était quand même relativement engageant pour un petit de 6, 10, 15 ans de piquer la carte bleue de ses parents et de rentrer le code. Il se trouve qu'aujourd'hui, les systèmes sont quand même un petit peu plus vicieux. Il y a toute une gamme de SMS+, d'Allopass qui permettent de faire du paiement sans carte bleue, qui vont se répercuter tantôt sur le hors forfait du téléphone portable ou tantôt sur la facture Internet. Malgré tout, il y a de nouvelles formes de paiement qui ont été introduites. La publicité est aussi une forme de paiement qui a été introduite sur Internet. Ça, ils n'en ont pas forcément conscience, mais en tout cas,
n'importe quel jeu. On parle beaucoup de Candy Crush, ce serait le cas pour d'autres, mais si vous voulez avancer plus vite, il faut envoyer un SMS, il ne faut pas forcément rentrer le code de carte bleue des parents. Ça fait longtemps quand même que les éditeurs de jeux ont compris que c'était très engageant pour un gamin d'aller piquer la carte bleue dans le sac de sa mère. C'était plus, enfin, dans l'idée du pouvoir d'achat à proprement. Ouais. Là, on est sur j'ai envie de dire, c'est vicieux, c'est un piège. L'enfant, il n'est pas forcément méfiant, ou il se rend pas forcément compte. Des fois, il se rend même pas compte qu'en fait, c'est payant. Et c'est fait de telle manière. Donc là, on tombe dans effectivement la partie invisible. Le côté obscur de la force. Voilà. Mais par contre, en termes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'argent que j'ai à disposition moi en tant qu'enfant pour acheter quelque chose? Celui-là, mais je suis d'accord, effectivement, notamment sur les jeux, pour accéder à des niveaux supérieurs, etc. Ça va plus vite si on paye. Et comme c'est valorisant auprès des autres d'avoir passé un niveau et de pouvoir dire le lendemain à la récré, ouais, je suis passé au niveau 54 de je sais quel jeu, on va acheter le passage, entre guillemets, dans le niveau supérieur. Donc ça, voilà, oui, ça tout à fait. Sans avoir l'impression d'acheter en fait. Et l'autre chose, et ça me fait penser à ça, il y a sur les applis des parents, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le Google Wallet. Google vous veut beaucoup de bien, il veut vous faciliter la vie en saisissant le code de carte bleue, comme ça vous n'aurez plus besoin dès que vous installez une appli. Et du coup, il y a cette notion de paiement qui est totalement dématérialisée et transparent en fait. On installe une appli et voilà, ça débite. Donc on sait que souvent, c'est quand même pas les parents qui sont les gros consommateurs d'applications. Et justement, puisque tu parles des parents, tout à l'heure, je citais la psychologue clinicienne Cécile Elmedi, qui disait une autre citation, l'adulte a un rôle à jouer dans la relation de l'enfant à l'œuvre, car il va accompagner la découverte et l'entrée dans le spectacle. Il en est de même pour le numérique, pour lequel certains professionnels s'accordent à dire que son usage doit être encadré chez les jeunes. Alors, si les parents n'éduquent ni à l'un ni à l'autre, comment est-ce que l'enfant va se les approprier, à votre avis? Tout seul. Tout seul et avec ses copains. Ouais. En fait, on est dans de l'auto-apprentissage et dans de l'apprentissage en groupe. Moi, je suis impressionnée du nombre de tutoriels qui existent sur Internet, que même moi, j'utilise quand je veux faire un truc et je ne sais pas le faire. Et eux, effectivement, ils baignent complètement là-dedans. Et en fait, ils apprennent entre eux, donc ils savent pas faire un truc, ils vont. Donc en fait, il y a un processus d'auto-apprentissage par les pairs et ils vont apprendre tout seuls. Et ça, de toute façon, ils le feront même s'il y a un cadre. Enfin, faut pas se dire que parce qu'il y a les parents ou l'école ou des associations, il y aura de toute façon de l'auto-apprentissage et du partage entre eux mais pour les jeux, c'est pareil. Comment on passe tel niveau de jeu, on s'échange des trucs, etc. Donc ça, de toute façon, ça existe. Et on peut pas aller contre. C'est même un phénomène général qu'on retrouve sur des générations plus âgées déjà. Donc après, effectivement, ce qu'il va y avoir autour, les parents, l'école et autres, sont là aussi pour compenser, éduquer, alerter. Et à mon sens, c'est effectivement indispensable. Alors justement, dans le même sens, je pose la question aussi bien à la salle qu'à nos intervenants. Quelle place les parents occupent dans les habitudes de consommation de leurs enfants? Est-ce qu'ils ont encore un pouvoir dessus, justement? Sur la consommation numérique, sur la consommation générale Allons-y sur Prantisseron, sur l'aspect numérique et accompagnement des parents, il a simplifié un petit peu, en tout cas pour aider d'accompagner les parents sur la consommation numérique avec le 3-6-9-12. C'est 3 ans, pas de télé, 6 ans, pas de console, 9 ans, Internet seul à partir de 9 ans seulement, et les réseaux sociaux à partir de 12 ans seul. Voilà, c'est relativement simple à comprendre pour les parents. Après, il y a la pression. Il y a la pression on en a pas mal parlé avec Raphaël avant la table ronde, la pression qui s'exerce aussi du groupe, celui qui n'est pas sur Internet, celui qui, à mon avis, au centre social, sait pas utiliser la tablette ou qui en a pas. Il y a cette notion forcément aussi qui va rentrer en ligne de compte. Régine? Nous, on est sûr au moins que là, l'enfant est cadré parce que qu'il vienne avec ses parents, c'est le parent qui l'emmène parce qu'il ne peut pas venir, surtout entre 6 et 10 ans, ils ne se promènent pas tout seuls, les enfants. S'il est au centre aéré, il est encadré par le centre aéré. Et s'il est avec l'école, c'est toujours, au moins une chose est sûre, c'est que la découverte du spectacle vivant
va se faire encadrer par un adulte. Alors que le numérique, ils n'ont pas besoin, a priori, d'adultes. Mais là, on parle beaucoup de jeux parce qu'ils sont agiles pour surfer, mais ils ne sont pas très créatifs, j'ai l'impression. Ils ne poussent pas. Ça dépend, en fait. Là, j'ai envie de dire aussi du cadre éducatif. Forcément, on touche à l'éducation, aux transmissions et à l'éducation. Il y a des parents qui utilisent beaucoup le numérique comme support éducatif, comme outil éducatif et pour découvrir des choses. Et ça, on peut aller sur de la création. On peut dessiner, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui dessinent avec des tablettes graphiques et qui créent. Il y a beaucoup de création quand même sur Internet. Alors, peut-être pas 6-10 ans. Mais je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais bon, il y a plein de plateformes, DeviantArt, etc., où les gamins, ils dessinent, ils publient, les autres leur disent, mais non, il faudrait améliorer ton dessin comme ci, comme ça. Donc, la création, il y en a, de la création vidéo aussi, il y en a beaucoup. Donc, c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on n'est pas créatif. Par contre, effectivement, quand on regarde un dessin animé ou autre, ou une vidéo YouTube, on est passif. Mais, je pense qu'il ne faut pas cliver. C'est pas parce qu'on est numérique qu'on n'est pas créatif. Après, il y aura toujours des gamins créatifs et des gamins pas créatifs. Et il y en a qui vont utiliser le numérique pour démultiplier leur créativité ou faire des machinima ou je ne sais quoi. Je trouve que avant de te donner la parole, juste savoir si peut-être une réaction de la salle sur cette question, l'accompagnement, les parents, comment est-ce qu'on intervient, comment est-ce qu'on choisit. Romain, alors. Non, moi, je trouvais juste que le numérique, ça avait libéré quand même et facilité la création des jeunes. Il y a 10 ans, faire une vidéo, mais quelle galère, quel matos il fallait. Alors qu'aujourd'hui alors qu'aujourd'hui, je veux dire, je veux faire un duplex et puis le diffuser dans le monde entier ici. Je dis pas que ce sera toujours des choses intéressantes, mais en tout cas, on a les moyens de faire des choses intéressantes et qualitatives assez facilement et de façon peu onéreuse. Faire une vidéo il y a 10 ans, même 5 ans, il fallait quand même des moyens phénoménaux. Une caméra, c'était pas donné à tout le monde. Un banc de montage, c'était quand même compliqué. Aujourd'hui, vous avez votre smartphone. On fait un pocket film relativement simple. Alors, c'est une première ébauche de la création. Je dis pas que voilà, on va toujours arriver sur du créatif. Mais ils ont quand même des outils qui facilitent la création en photo. Alors, c'est vrai que le selfie, est-ce que c'est de la création ou pas? Mais en tout cas, ils font beaucoup de photos. En tout cas, j'espère que vous aurez remarqué et apprécié la qualité de notre duplex de ce début de rencontre, qui était juste incroyable. Merci encore, Madeleine. Dans la salle bonjour, enfin bonsoir. Donc, moi, je suis père d'une petite fille qui a 6 ans, bientôt 7 ans, et c'est vrai qu'on utilise les ordinateurs de manière assez particulière. Je me sens pas trop dépassé, globalement en tout cas. Et en même temps, je suis super sélectif en fait parce que, en fait, il me semble, il n'y a pas la télé chez nous. Il me semble que la télé est quelque chose qui n'est pas très pertinent, surtout en tout cas à des âges assez, des enfants, parce que ça nous met vraiment dans une position de consommateur, très clairement, ce que Internet offre justement un peu la différence d'être dans une relative interactivité. Et puis, ça bombarde de pubs. Alors, c'est vrai que c'est très présent aussi sur Internet, mais là, il n'y a pas le choix, quoi. Je me souviens des discussions avec quelqu'un qui me disait, oui, mon fils, qui avait le même âge que ma fille, mais il y a 2 ans, 2-3 ans, pour un Noël, il sait déjà tout ce qu'il veut, en fait, quoi. Je dis, mais pourquoi? Enfin, ma fille, pas spécialement. Mais en fait, c'est parce que tous les matins, il se prend 1 heure de Gulli et forcément, il se prend aussi un quart d'heure. Au moins la moitié de pub, ouais. Voilà, c'est ça. Et après, non, moi, sinon, je trouve qu'effectivement, il y a plein d'outils créatifs. Alors, c'est pas vraiment Internet, mais là, moi, j'ai quelques logiciels, justement, de retouche photo. Mais en tout cas, sur les écrans, sur le numérique. Ouais. J'essaye de l'amener sur un regard critique sur l'image, en fait. En l'occurrence, effectivement, on peut retoucher des images assez facilement. Et donc, du coup, finalement, discuter un petit peu de comment sont formées les images, qu'est-ce qu'elle raconte. Voilà, bon, c'est peut-être une approche assez personnelle. Hein. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse effectivement derrière ça, c'est comment est-ce qu'on passe d'une évolution où il y a eu une période où c'était que télé, et donc une position vraiment consommateur à bloc, et qu'on passe à une phase où il y a des espaces d'interactivité possibles, et justement, quel espace de créativité réel, parce qu'on peut les prétendre, mais des fois, c'est pas forcément la réalité, se dessine vraiment, quoi. Une question à laquelle peut-être nos intervenants
peuvent essayer de répondre. Même dans la salle, vous avez peut-être aussi la réponse, ou en tout cas une piste. N'hésitez pas évidemment à prendre la parole. Je sonde rapidement. Moi, j'ai pas de réponse. Moi, ce qui m'intéresse avec Internet, c'est que maintenant, on fait notre propre programme de télé. C'est que tout est déplacé, parce que avec toutes les émissions en replay, on arrive maintenant sur un comportement qui est différent, c'est-à-dire les gens ne se mettent plus, il y en a toujours, mais on ne se met plus à 20h pour regarder le journal, pour regarder le film. En fait, les gens font leur propre télévision. Et ça aussi, c'est que le début. Il va y avoir forcément des comportements qui vont surprendre. Et c'est juste pour répondre à ça, en fait, ma fille, du coup, elle regarde des séries qu'on a choisies, en fait. Et alors, du coup, elle ne comprend pas, du coup, que vous, parents, vous avez choisi. Ah oui, que vous avez choisi oui, ensemble. on a choisi en commun, en fait. Bon, alors, elle se prend certaines séries des années 80, mais elle les aime bien. Goldorak, ça marche. Ulysse 31, super. Enfin voilà, bon, il y a certaines choses. Mais et du coup, vous êtes très progressiste. Hein, il y a encore quelques années, on disait que Goldorak, il fallait absolument pas montrer ça aux enfants. Hein. Bon, moi, je partage votre avis. Mais... Ouais. Non, ça passe bien. Bon, mais en tout cas, voilà, c'est que c'est la possibilité très riche. Vraiment, là, c'est le gros avantage de pouvoir montrer justement ce qu'on veut. Et c'est vrai que récemment, on s'était dit, bon, on va quand même regarder quelque chose qui passait à la télé. Et en fait, on doit attendre une certaine heure. Il y a une plage de pub, puis une deuxième plage de pub. En fait, finalement. Ça m'étonnerait pas. Enfin, je pense que la pub est déjà un peu condamnée du fait que le replay existe et du fait qu'elle a des contraintes qu'aujourd'hui, enfin, je sais pas. Même s'il y a aussi de la pub, des écrans de pub dans les replays aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais la contrainte horaire, je la trouve assez forte finalement. Enfin, dès qu'on touche au numérique, on touche au principe d'éducation de chacun. Donc, chacun trouvera l'accompagnement qu'il veut donner. Et ça, après. Maintenant, pour l'instant, elle a 6-7 ans. Quand elle aura 10, 11, 12 ans, l'influence du groupe sera peut-être un peu différente. L'influence des pères et des autres aussi fait que, avec l'âge, il y a aussi des fois des enfants qui ont envie d'adopter d'autres pratiques parce que le groupe adopte d'autres pratiques ou regarder en tout cas ce que les autres regardent pour pouvoir échanger sur les mêmes choses dans une cour de récréation, par exemple. C'est là qu'après, il faut voir comment on gère aussi l'évolution de l'enfant. Donc le numérique pose forcément des questions éducatives et d'accompagnement. Être dans le déni, ça, à mon avis, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire dire c'est pas bien ou dire c'est bien, ça n'a pas de sens. C'est effectivement comment j'accompagne mon enfant dans la découverte des réseaux sociaux, parce que sur YouTube, il y a plein de choses, du bien comme du pire. Est-ce que je mets un contrôle parental, est-ce que j'en mets pas, etc. Enfin, toutes les questions qui vont se poser à tout parent. Voilà. Alors l'enfant peut être complètement laissé libre. La petite fille là tout à l'heure disait en gros je fais ce que je veux quand je veux, la toute petite blondinette. On ne sait pas si effectivement c'est le cas, mais en tout cas c'est ce qu'elle dit. Et puis il y a l'autre petit garçon qui dit moi j'ai le droit de jouer tant de temps, il faut que je demande à mes parents, etc. Donc qui était plus grand. Donc on voit que voilà on est sur deux modèles qui sont complètement différents. Je crois qu'après ça c'est Il y a deux peut-être lié à la façon dont utilisent eux-mêmes les parents en fait le numérique à un moment. Moi, j'avais un témoignage par rapport au rapport au spectacle vivant lié au numérique. Moi, ce que je trouve formidable avec le numérique, c'est que, vous l'avez dit au début, les enfants à cet âge-là, c'est du pain béni. Enfin, ils sont hyper curieux, ils sont en attente de connaissances perpétuelles. C'est un public pour moi qui est facile pour nous parents et pour même le spectacle, pour tout, ils ont envie de tout, quoi. Et ce que je trouve formidable, en fait, dans le rapport au spectacle vivant, c'est que en sortant d'un spectacle, on peut après utiliser l'outil pour aller plus loin, pour augmenter, en fait, la connaissance ou les sensations ou les choses qu'il a ressenties. On met des mots dessus et après, on peut utiliser cet outil ensemble pour aller plus loin, on va dire. Et ça, moi, je trouve que c'est une dimension formidable que nous, on n'avait pas petit, que nos parents ne pouvaient pas nous apporter et qui est vraiment apportée. Alors évidemment, ça dépend des usages de chacun par rapport aux outils, mais voilà, pour moi, ça, c'est un des points très positifs dans la relation au spectacle ou à toute pratique culturelle, d'ailleurs, du numérique. Prolonger l'expérience, en fait, c'est ça. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui est aussi très intéressant, on l'a évoqué tout à l'heure dans la voiture, c'est qu'en fait, je pense que pour cette génération et ceux qui sont un peu plus âgés aussi, il n'y a pas de frontière, sur la pratique de l'art ou de la culture en général, il n'y a pas de frontière de support.
faut bien voir que, je prends l'exemple d'Harry Potter tout à l'heure. Harry Potter, c'est un livre, c'est un film, c'est un jeu vidéo, et finalement, c'est un univers qui va se décliner de plein de manières différentes. Et pour eux, globalement, ils rentrent dans un univers qui va pouvoir prendre plein de supports. Si on prend Arthur et les Minimoys, c'est pareil. Il est au Futuroscope, il est sur des jeux, et les exemples, il y en a à foison. D'ailleurs, des fois, ils vous demandent, mais c'était d'abord un livre ou c'était d'abord un film ? Ils savent plus, en fait, quelle est la trace, l'histoire de l'œuvre. Donc, effectivement, à partir d'une œuvre, alors qu'elle soit d'abord un livre, qu'elle devienne une pièce de théâtre, ou un spectacle, et qu'elle redevienne éventuellement une vidéo, et pour eux, il n'y a pas de frontières. Je pense que tout peut prendre forme dans plein de supports et d'univers différents, et c'est aussi une richesse parce que ils vont pas c'est pas parce que c'est un livre que ça doit rester un livre. Au contraire, ça peut prendre plein de formes. Et puis c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, les œuvres sont pensées en multi-support directement. Et bon, on a parlé de marques tout à l'heure, mais les marques l'ont compris aussi. Lego, si on prend Lego qui était cité effectivement en exemple pour la construction, Lego a des jeux vidéo, Lego crée ses propres personnages. S'il y en a qui ont des petits garçons, ils doivent connaître Ninjago, c'est une création de Lego. Et il y a du jeu vidéo, et ça prend effectivement multiples formes. Il y a le tout nouveau jeu Lego où le personnage physique devient aussi virtuel chez Lego. Le tout nouveau Lego. Donc, vous parliez de tous les supports, donc il y a aussi, et vous parliez de l'accompagnement parental et des choix aussi qui peuvent se faire, et selon les milieux sociaux, culturels et professionnels, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus graves avec des outils que les papas utilisent, des jeunes papas, trentenaires, enfin une génération de cette tranche-là quand même, avec les jeunes enfants qui sont dans les mêmes pièces et qui ont accès à des supports quand même extrêmement violents, qui ne sont pas de leur âge. Et on a ces enfants-là dans les écoles qui sont quand même très énervés. Vous parlez des jeux vidéo, j'imagine? Oui, alors je ne sais pas si on peut les inclure dans les outils numériques, mais en tous les cas. C'est une pratique, effectivement, numérique. Ça fait partie des dommages collatéraux qui sont... Voilà. Effectivement, j'entends. Allez-y. Même si souvent les jeux qui sont très violents sont interdits. Enfin, il y a des codes âge. Je veux dire, il y a des codes âge. Moins de 12, moins de 13, moins de 18. On tombe dans de l'éducatif. Oui. Alors, juste sur l'âge, juste 2 secondes. La norme PEGI, qui fait référence pour l'âge, c'est pas une commission indépendante qui gère l'âge en fait, comme peut le faire le CSA. Pour les films où c'est plus indépendant, c'est les producteurs de jeux vidéo eux-mêmes qui décident de quel âge entre eux ils interdisent. C'est-à-dire qu'un jeu comme GTA 5, pour pas le citer, un jeu qui est interdit aux moins de 18 ans, il se trouve qu'il y a un mois et demi, moi j'étais avec une classe de CE2, il y en a la moitié qui y jouait, et des filles aussi, jeux ultra violents qui méritent bien ces 18 ans. D'interdiction. Ceci dit, ils savent pertinemment bien que s'ils l'interdisent au moins de 16, ils vont en vendre beaucoup moins. Il y a aussi un aspect marketing à travers l'interdit. Il y a le côté transgressif. C'est le jeu à avoir parce qu'il est interdit au moins de 18 ans. S'il était interdit au moins de 16 ans, ils en vendraient beaucoup moins. Donc il y a donc attention à ça. Oui, mais clairement. Mais là encore, la problématique, c'est est-ce qu'ils voient jouer les parents? Est-ce qu'ils jouent avec les parents? Souvent, la question des parents, c'est nous, on n'achète pas. Mais le problème, on est dans l'éducation. Parce que si les parents ne l'achètent pas, il va aller chez un copain, il va jouer chez le copain. Donc, de toute façon, il y a un moment, la problématique se pose forcément. Notamment sur GTA, une classe de CE2, ils avaient 8 ans. Il y en a la moitié qui savaient de quoi on parlait et qui y jouaient. Et vraisemblablement, il y en a qui jouaient beaucoup. Puisqu'il a été pas mal fait référence au spectacle vivant, on va aborder ce thème dans quelques instants. J'ai vu passer un tweet, Ghislain, il y a un instant, de Gauthier, je crois. Ah bah tiens, Fabien, tu vas pouvoir me dire. Je l'ai vu passer avec le hashtag la belle saison, vous aussi, vous pouvez vous en apparer, évidemment. Ah bah c'était un autre. Ah, c'est pas mal aussi. J'ai vu Gauthier, regarde, c'est le suivant, je crois. Juste en dessous, qui dit la génération Z est une génération générée, pas de doute. Bon, la génération Z, on va la retrouver tout de suite avec une petite salle de questions justement à nos enfants.
Alors, aujourd'hui, mes chers amis, le spectacle vivant fait partie de ce qu'on appelle la culture traditionnelle. Une étude d'ailleurs du ministère de la Culture et de la Communication qui date de 2004 montrait que la fréquentation des lieux culturels des jeunes diminue une fois qu'elle sort du cadre scolaire. Tu nous parlais du cadre scolaire tout à l'heure, d'où la question que je vais nous poser. Les questions que je vais nous poser. Le spectacle vivant correspond-il encore au mode de vie, à la perception des jeunes aujourd'hui, de ce public-là? Et puisqu'on parlait de marketing là, il y a un instant, est-ce qu'il faut désormais voir le spectacle vivant comme un produit au même titre qu'un jeu de vidéo dont on faisait référence tout à l'heure ou un bouquin? Régine, je d'abord. ne vais pas dire que le spectacle vivant ne correspond pas aux jeunes, bien sûr. Je pense qu'on doit changer des choses, nous, dans nos approches et nos pratiques. Ça, c'est évident parce qu'on se trouve face à déjà une génération, on en parlait dans la voiture tout à l'heure, qui a 18-20 ans. Enfin, plus ils sont actifs, vous me disiez. Oui, il y a plusieurs études qui ont montré que, alors sur les beaucoup plus âgés, donc, les enfants de 6-10 ans, ils vont au spectacle avec ou à l'école avec leurs parents. Donc ils ne sont pas autonomes dans leur choix de spectacle. Ils peuvent dire éventuellement, ils voient une affiche, ils trouvent j'aimerais bien aller le voir, mais voilà, c'est quand même le parent qui va prendre la place, etc. Par contre, les pratiques en fait numériques des notamment 18-30 ans, souvent on se rend compte que plus ils sont actifs, alors actifs, c'est-à-dire qu'ils participent vraiment, qu'ils font des choses sur Internet, en fait ils sont aussi très actifs dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait des choses online qu'on fait rien offline. Et il y avait notamment une étude qui montrait que ceux qui avaient des pratiques culturelles online, qui regardaient des choses, en fait ils avaient une pratique culturelle dans la vraie vie qui était très très riche. Donc c'est pas parce qu'on est que sur Internet. Là, on n'est pas dans le cliché du geek qui passe 24 heures sur 24 sur son ordinateur, ce qui n'est pas la majorité des gens quand même. Mais voilà, des gens qui sont très actifs sur Internet, qui vont être aussi très actifs. Donc, c'est pas parce qu'on est sur Internet ou qu'on a des pratiques numériques qu'on va plus du tout au spectacle. Il suffit de voir les salles de concert, etc., qui sont quand même très... alors peut-être avec un écran, effectivement, pour filmer, mais on y va, quoi. Enfin, les jeunes y vont, en tout cas. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt à nous, professionnels, de se poser des questions et de changer notre manière de communiquer, de chercher, comment, parce que comme ils pratiquent, s'ils sortent, s'ils trouvent un spectacle, c'est qu'ils sont allés le trouver par le biais de la toile. Donc comment nous exister sur la toile? Et là, c'est pas gagné. Là, en tous les cas, nous, on n'a pas encore gagné le pari, on cherche. Mais c'est plutôt à nous de changer d'approche, de ne pas avoir peur parfois de se comporter, d'essayer de faire un peu de marketing. Moi, j'ai pas peur de ça en tous les cas. Moi, j'ai une question, je profite qu'il y ait des professionnels du spectacle vivant, du coup, normalement, je suis pas là pour poser des questions, mais je m'interrogeais sur comment vous perceviez les youtubeurs. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est quand même la grande nouveauté et c'est un aspect très très générationnel. On voit les Norman, les Cyprien. C'est des vieux, ça. Oui, c'est des vieux, mais il y a la nouvelle génération, toute une nouvelle génération qui arrive. Mais pourquoi je m'intéresse à eux quand même par rapport eux ont franchi le pas de passer sur scène et sur le spectacle vivant. Mais par contre, ça marche pas trop en fait pour eux. Ça fonctionne marche, quand même, ça fonctionne. Ça fonctionne. Norman, ça marche très bien. Ouais, mais il y a le Whoop, ça marche très bien. Ouais, mais voilà, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une transition qui est possible au final De toute façon, là, ils se sont imposés puisqu'il y a un artiste en ce moment qu'on voit partout sur les affiches parisiennes. De toute façon, il s'est imposé. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que pour l'instant, on court après, puisque c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé tout seul. En tout cas, ces artistes-là. Alors, je pose la même question à la salle. Est-ce que le spectacle vivant correspond encore à la perception des jeunes aujourd'hui? Je sais que ça fait un peu de mal à entendre, mais allez-y, n'hésitez pas, on partage ensemble. Hein. Allez-y. Bonsoir. Je fais partie de la génération V ou W, je ne sais pas. Mais moi, je voudrais quand même rassurer Régine Montoya. Je crois quand même que... faisant partie de cette génération, je n'allais pas au théâtre. Du tout. Qu'est-ce qui vous a emmené au théâtre? C'est un souci d'ouverture culturelle quand même. Mais financièrement, nos familles ne pouvaient pas aller au théâtre. Puis de toute façon, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas.
Donc c'est en allant faire des études universitaires qu'on a pu découvrir la culture, enfin oui, la culture, hein, découvrir. Mais je vous rassure aussi, il n'y avait pas de télé. Hein, et c'est pour autant, le théâtre n'est pas mort. Enfin, il a continué à vivre et à exister. Surtout, surtout, ne changez rien. Je crois que c'est ça le plus important. N'essayez pas de copier Internet ou de copier les Cypriens et tout ça. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est une richesse également. Mais pour moi, c'est complémentaire. Il ne faut pas remplacer. Ne changez rien ou alors changez un petit peu ou changez complètement. Dites-nous là-haut. Je vais vous donner la parole, monsieur. Excusez-moi. Bonjour, Nicolas. Je pense que le spectacle amène une chose que les enfants n'ont pas devant un écran. C'est l'expérience collective. C'est les sensations qu'on peut avoir quand on va voir un spectacle. Ce sont des choses, quand on est devant un écran, on reste solitaire. Même si on est en lien avec des personnes qui ne sont pas devant soi, on collabore, on communique, mais on ne vit pas le moment présent avec les personnes. Quand on va au spectacle, on vit le spectacle, on le vit avec une collectivité, un groupe de personnes, et ça amène d'autres choses. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une génération aussi de jeunes qui vont de plus en plus dans les festivals de musique, pour vivre cet événement-là. Et après, vont transmettre cette information-là via les réseaux sociaux, Facebook, et c'est pour ça qu'on les voit de plus en plus à filmer le concert, à se prendre en photo, etc. Je pense que le spectacle a toujours sa place. Maintenant, c'est comment maintenir ce lien entre les enfants qui sont de cette génération Z, qui ont maintenant des moyens de communication que nous, il va falloir s'approprier, que les salles doivent s'approprier pour leur dire, oui, venez vivre cette expérience avec nous, venez voir sur scène, il y a des choses aussi que vous pouvez voir, que vous pouvez vivre. Monsieur, je vous en prie, j'ai zappé votre oui, tour. Oui, et la question de c'est quoi le plus de venir au théâtre, quelque part. Je reprends l'image d'Harry Potter tout à l'heure. Harry Potter, si je dis Harry Potter, tout le monde, ou quasi tout le monde, va voir Daniel Radcliffe, l'acteur. La tête, pour tout le monde, c'est Harry Potter. Non, ce n'est pas Harry Potter. C'est le comédien qui joue Harry Potter. Et en fait, là où il y a, entre guillemets, un vrai danger, c'est sur, quelque part, la monopolisation de l'image et l'aliénation de l'imagination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller imaginer un Harry Potter qui est différent de Daniel Radcliffe, c'est difficile. Il ne faut jamais avoir vu ni les films, ni les BD, ni les jeux vidéo, ni les livres illustrés, etc. etc. Ça, c'est la première chose. Donc, ça c'est, à mon avis, une chose très, très importante. La deuxième chose, c'est effectivement, qu'est-ce qu'amène le spectacle vivant ? Tout à l'heure, vous le disiez, ça amène déjà la 3D. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas sur une chose plate, mais on est sur une chose en relief. Et en plus, on est sur un moment absolument unique. Il n'y a pas de replay. Il n'y a pas de replay. Et peut-être que justement, c'est là où le spectacle vivant a vraiment quelque chose à jouer. C'est qu'à un moment, comme vous le disiez, on vit quelque chose de collégial, les publics changent, le spectacle n'est pas le même en fonction du public qui est dans la salle, et ça c'est une évidence pour tous les professionnels qui sont là, et les spectateurs qui sont là. Et je crois qu'il y a une vraie dimension qui est complètement différente. Après, Régine, tu disais que chercher, bien évidemment, parce que le rôle, c'est de chercher à amener, entre autres, les enfants dans les salles, autres au travers de leurs parents, etc. etc. Et c'est vrai qu'il faut aller les chercher, de plus en plus aller les chercher. Mais en tout cas, cette différence-là est pour moi fondatrice, en tout cas. Voilà. Juste avant de vous donner la parole, j'ajoute ça à ce que vous venez de dire justement. Selon Annie Chèvrefils-Desbiol, qui est inspectrice de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, Internet n'a pas favorisé le repli sur soi, mais est devenu un stimulateur d'activités culturelles. De plus, des études montrent que le temps total passé devant les écrans ne progresse plus. Alors justement, est-ce que c'est en faveur de la sortie au spectacle, aux arts vivants ? Je vous redonne la parole, pardon.
Oui, je ne veux pas répondre à cette question-là. Du coup, c'était en Oh, le piège. En rebond aux deux interventions, moi, je suis effectivement d'accord sur l'unicité de ce qui est sur le plateau et du fait que ça ne doit pas changer, hormis bien sûr les regards que de nouveaux artistes pourraient porter sur ce qu'ils nous proposent. Par contre, sur la question des modes d'appropriation des lieux de culture, il y a un vrai enjeu là. Je dis plus appropriation que marketing, mais ça rejoint aussi des choses, c'est comment on y vient. Et en ça, je crois que les médiathèques, les nouvelles médiathèques ont un temps d'avance aussi sur ces questions. Alors je dis pas qu'il faut des tablettes dans tous les théâtres, mais pour le vivre à titre personnel, le fait qu'il y ait aussi des tablettes dans les médiathèques et aussi des modes d'approche maintenant dans les nouvelles médiathèques numériques, mais ça pousse à la fréquentation aussi. Mais c'est pas forcément par le numérique. Quand je dis appropriation, c'est aussi la convivialité. On peut prendre, enfin ici, c'est un bon témoignage de la manière dont on est accueilli, mais l'exemple du 104 à Paris et de la manière dont un lieu pour les enfants est créé au sein d'un lieu culturel avec des pratiques amateurs, etc. C'est tout ce cercle-là qui doit être remis en jeu pour donner envie aux parents de venir. Je veux dire, les McDo, ils ont mis des aires de jeu dans leur McDo, on sait pourquoi. Je dis pas qu'il faut mettre des aires de jeu, mais en tout cas, il y a sur l'appropriation et le cadre du lieu Mettez dans ouvert. Burger, quand même, dans les théâtres, mince. Voilà. Il y a quand même des questions à se reposer là-dessus. Merci. Véronique. Oui, Raphaël. Ouais, il y a quelque chose qui me turlupine un peu depuis un moment, c'est qu'on met sur le même plan les comptes, enfin, comment dire, il faudrait comparer les contenus de ce qui se passe, des propositions du théâtre, du spectacle vivant, et les contenus aussi. Me semble-t-il, Internet, c'est un moyen, c'est pas un contenu en soi. Il y a quelque chose là, je trouve qu'il faudrait un peu affiner, parce que c'est quand même pas sur tout à fait le même plan. Alors c'est vrai qu'Internet, c'est un tuyau qui a des contenus, mais aussi avec une façon propre de créer des contenus. Oui, mais parlons aussi de ce que propose Internet, de ce que proposent les jeux vidéo, de ce que... Voilà, comment ça fait appel à l'imaginaire ou pas, qu'est-ce que ça crée de nouveau ou pas. J'en sais rien, moi je n'ai pas de réponse. Et je ne suis pas en opposition théâtre ou spectacle vivant et ce qui est numérique, pas du tout. Mais c'est cette question-là aussi qui est importante. Une réponse là-dessus sur les contenus ? Pour les youtubeurs, on est encore sur des choses qui sont des contenus qui sont spécifiques YouTube, Internet en fait, qui n'ont pas vocation à aller au-delà, et sur des contenus très générationnels. Quand Raphaël disait tout à l'heure, Cyprien Norman c'est déjà dépassé, pas forcément. Pour une tranche d'âge, c'est dépassé. Kev Adams, il est dépassé depuis un petit bout de temps, par exemple, pour toute une génération. Voilà, je pense qu'on va peut-être vers un zapping beaucoup plus grand, sur des carrières peut-être beaucoup plus courtes pour certains artistes, clairement, qui vont être des artistes générationnels et qui vont s'éteindre aussi vite que Internet les aura portés très haut. Ça c'est une nouveauté. Je reviens juste parce que je pensais tout à l'heure en préparant la génération Z de mémoire, c'est une forte individualité au milieu d'un collectif. Et je voulais le remettre dans le sens du spectacle. Et je réfléchissais un petit peu en vous écoutant. Je me disais ce qui marche bien, c'est faire un petit peu comme tout le monde, mais avoir le petit truc différent. Et du coup, je me dis, le petit plus, c'est l'expérience que je vais avoir au théâtre, peut-être la rencontre que je vais avoir avec l'artiste. Ce qu'une personne disait tout à l'heure, aux Arts de Rue, ce qu'on aimait bien, ce que les gamins veulent, c'est découvrir comment ça se passe derrière, le tour. À mon avis, la plus-value, elle est là. Quand je suis devant ma télé, j'ai pas accès aux coulisses, j'ai pas accès à l'artiste, j'ai accès à rien. Le fait de venir dans une salle va me différencier de l'autre. Je vais avoir vu la même chose, mais moi je vais avoir une différenciation parce que je vais avoir croisé l'acteur. Je vais peut-être avoir fait mon selfie avec, c'est tout bête, mais au moins j'aurais vu comme tout le monde, mais moi j'aurais le petit plus qui va me différencier. Et ça, je crois que c'est important pour cette génération-là. Et justement, pour aller dans ton sens, je cite une nouvelle fois Cécile Elmedi qui dit cet émerveillement propre au spectacle, c'est quand le regard que l'on porte sur les choses qui nous entourent change. Voilà, c'est ça, c'est la force majeure du spectacle vivant pour exister et pour perdurer à côté ou avec le numérique.
Enfin, il y a aussi la dimension de l'expérience vécue et du lien qui se crée avec l'artiste. Surtout alors, sur du 6-10 ans, je pense que ça prend vraiment tout son sens. Enfin, il se passe quand même quelque chose de spécial. Après, est-ce qu'il faut que ce soit forcément unique ? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autre chose qui puisse se passer après, dans un autre contexte, éventuellement avec de la vidéo, ça peut poser question, parce qu'effectivement, c'est une expérience unique qui va laisser, je pense, des émotions particulières. Enfin, il suffit de regarder les visages des enfants quand ils regardent un spectacle, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Il y a une sorte de magie qui opère. Donc, après, pourquoi ne faudrait-il pas revivre les choses après? Pourquoi est-ce que ça doit être unique? Ça peut aussi faire vivre, créer du partage, donner aussi envie à d'autres de venir, parce qu'il y a quand même le réseau qui est important pour cette génération-là. Pas à 6 ans, mais à 10-11 ans, quand ils commencent à se créer leur compte Facebook, même s'ils n'ont pas le droit. Voilà, donc moi je pense qu'il y a le partage, l'émotion qu'on vit pendant le spectacle, et qui a toujours du sens, et qui a toujours un intérêt, et qui peut apporter plein de choses. Et puis, est-ce qu'on peut pas aussi... Alors, effectivement, il y a faire venir en amont, et puis, est-ce qu'on peut pas aussi laisser une trace et faire vivre après, pour aussi que ce spectacle... y vivre une deuxième vie, entre guillemets, et qui soit partagée. Parce que la dimension du partage, effectivement, elle va être importante, quoi. Monsieur, je vous en prie. Oui, enfin, la question arrive peut-être un peu plus tard que je voulais faire l'intervention. Non, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une volonté d'être acteur un peu, pas seulement spectateur. Je pense que c'est pas d'amener forcément les gens à assister à un spectacle, mais d'être acteurs eux-mêmes, qui leur donnera envie ensuite d'aller voir d'autres spectacles et de voir des plus grands. Mais moi, je constate, à travers les pratiques amateurs, notamment adultes, comment cette transformation s'est faite au fil des ans. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus de pratiques amateurs artistiques se développent. C'est ce qui favorise aussi d'ailleurs la diffusion ensuite, parce que là, les gens vont voir autre chose, parce qu'ils ont entendu parler dans ces échanges. Et pour les enfants, c'est vrai qu'à travers le numérique, il y a toute une créativité qui se développe, et les enfants ont envie de devenir aussi acteurs, quoi. Les enfants, quand ils sont devant la caméra, comme on l'a vu tout à l'heure, quoi, ils sont le vivants, show, quoi. hein, ouais. C'est magnifique, quoi. Et ça, c'est vraiment, enfin, du théâtre vivant, quoi, d'une certaine façon. Même s'il est porté par l'image, mais... Puisqu'on arrive rapidement à la fin de notre rencontre, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Profitez-en, si vous avez envie de dire quelque chose. Sinon, je vais donner le mot de la fin à mes camarades intervenants. C'est pas pour le mot de la fin, juste une remarque. Je pense que l'attractivité que peut représenter le spectacle vivant, en tout cas pour le spectacle qui propose un travail avec la vidéo ou avec l'image, qui est un petit peu, enfin, ce que nous on développe un peu, c'est le fait de pouvoir détourner les codes même de l'image, qui finalement, il y a des conventions finalement qui sont établies entre le spectateur et l'objet en fait, quoi. Et souvent à la télé ou sur Internet, on ne peut pas se permettre d'avoir des choses qui remettent en question assez profondément la relation qui se passe entre le média et la personne qui le regarde, quoi. Dans le spectacle, on peut s'autoriser ça, on peut s'en amuser en fait beaucoup. Et donc je pense que là, il y a un espace d'attractivité aussi qui peut être assez fort en fait pour les enfants. D'autres interventions de la salle? Sinon, le mot de la fin avant de laisser à notre grand témoin le soin de clôturer cet échange. Je vais peut-être juste rebondir par rapport à ce que Régine disait tout à l'heure. Marketing, c'est pas un gros mot. On a un peu tapé sur les marques et sur les acteurs marchands, mais le marketing, c'est une technique en fait, hein. Les hommes politiques font du marketing. Les médias font du marketing, tout le monde fait du marketing. À partir du moment où vous mettez une jolie photo de vous sur LinkedIn, vous faites votre propre marketing. Vous vous mettez en valeur. Vous n'allez pas vous mettre une photo où vous êtes sortir du lit le matin, donc vous allez mettre une photo où vous êtes présentable. Donc vous faites du marketing. Donc cette idée que effectivement il faut penser à l'amont et à comment je peux faire venir les gens, je pense que c'est quelque chose qui est important, de comprendre les publics, quels sont les profils de parents qui emmènent leurs enfants au spectacle. Il y a des questions, je pense, d'ordre social notamment. Comment est-ce qu'on peut les faire venir? Quelles techniques on va mettre en place? Est-ce qu'il faut passer par le web? Est-ce qu'il faut passer par des techniques plus classiques de
flyers, de tracking, de choses comme ça. Là, on est sur des techniques marketing. Je veux dire, après, on peut vendre et un produit, un spectacle, on peut considérer, alors peut-être ça va choquer certains, mais que c'est un produit. Un produit qu'on vend. Et que ce produit, il doit être, entre guillemets, rentable. Donc, alors c'est peut-être pas des mots agréables à entendre, mais à un moment, si on peut pas faire venir des gens dans une salle, on pourra pas refaire un spectacle, etc. Donc, prendre des techniques pour les adapter à un produit, on va dire spectacle. Les groupes de rock, ils font du marketing et ils montent un spectacle. Et s'ils ont personne dans la salle, ils reviennent pas l'année d'après. Donc je pense qu'effectivement, c'est une question qui est légitime de se dire comment je vais toucher ces parents, puisque là, c'est des parents, leur donner envie d'emmener leurs enfants, vivre une expérience effectivement unique, particulière, qui a du sens et qui va plaire à leurs enfants. Je pense que là-dessus, il n'y a pas vraiment débat. Et ils auront envie de revenir, quoi. Et là, on tombe dans des techniques classiques de marketing, pour le coup. Romain ? Non, je vais juste rebondir sur un tweet que je viens de lire qui me fait sourire et je trouve que c'est une bonne conclusion. C'était qu'il y avait beaucoup de choses à dire pour une génération dite silencieuse. Donc voilà, c'est Gaël de la scène nationale. J'ai trouvé ça bien comme conclusion. En fait, je crois qu'on aurait pu encore en parler pendant 1 ou 2 heures. En fait. Régine ? Moi, je suis très optimiste et je reste persuadée que donc si j'ai bien écouté, plus nos enfants vont être actifs. Donc, quand là, ils sont grands, ils n'ont plus besoin de nous pour aller au théâtre. Donc, entre 18 et 30 ans, plus ils sont actifs sur les réseaux sociaux et sur Internet, et donc plus ils vont sortir. Moi, je pense que c'est juste nous. Il va falloir changer de méthode pour les attirer. Et je pense que ce qui va nous sauver, c'est cette rencontre, ce moment où, effectivement, cette rencontre avec une œuvre vivante, et ça, c'est irremplaçable. Et c'est vrai que c'est aussi un moment collectif, puisqu'on est plusieurs, mais on est plusieurs à vivre des choses différentes, à les voir différemment, et parfois on est plusieurs à pleurer, parfois il y en a un qui pleure, il y en a un qui rit, et que ce moment-là, peut-être va intéresser, peut-être, je dis bien peut-être moins de gens, mais que ça ne sera jamais, jamais remplacé. Merci Régine. Je vais demander à notre grand témoin qui suit cette conversation de façon passionnée depuis le début, à qui nous allons demander quel exercice difficile. Assieds-toi où tu veux. Nathalie Papin, de débriefer, je vais débriefer ce dont on s'est parlé. Je vais faire une conclusion, puisque c'est quand même très complexe tout ce qui s'est dit. Il y a quand même... il y a quelque chose de rassurant. Moi, je ne les trouve pas très silencieux, les enfants qu'on a entendus là. Donc, ça, c'est bien. Ils sont vivants, joyeux. Donc, voilà. Il y avait quand même dans tout ce débat une forme d'oscillation un peu métaphysique entre se rassurer ou s'inquiéter. Il y avait un peu un balancement, j'ai trouvé pendant tout le temps des conversations. Sur la question de qu'est-ce que cette génération a en plus. Est-ce qu'elle a quelque chose en plus ou est-ce qu'elle perd quelque chose? Est-ce qu'elle perd la mémoire? Est-ce qu'elle perd la concentration? Est-ce qu'elle est voleuse de cartes bancaires des parents? Il y a eu tout ça, vide le compte des parents. Où sont-ils, ces enfants qui voyagent sur Internet? Est-ce qu'ils sont déjà dans un autre temps spatial, temporel, dans une autre galaxie? Il y avait comme une chose de les attraper. Il y a eu ce mot qui a souvent été prononcé, attraper, comme les attraper. Ils nous échappent. Donc, réjouissons aussi peut-être nous de ça, qui nous échappe. Et c'est vrai qu'il y a cette inquiétude, comment être avec eux, comment partager ces moments du spectacle vivant qui sont pour chaque personne ici présente a eu évidemment des expériences très fondatrices, profondes de ce partage. Donc le désir de continuer ce partage avec eux, mais de tout ce qui s'est dit... justement, ce nouvel outil peut tout à fait permettre ça, de ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai pu noter? J'ai quand même noté une phrase étonnante. Qu'est-ce qui va nous sauver? Il y a eu ces phrases-là.
Mais ouf, le papa sauveur est là. Il est là. Il partage il partage même avec son enfant des séries télé des années 80. Mais c'est le choix, la possibilité de choisir parmi toutes ces créations qui sont là, qui existent et dans lesquelles on peut puiser. Alors pour la dame qui ne savait pas de quelle génération elle est, je suis désolée de vous dire que vous faites partie de la génération des baby-boomers. C'est ceux qui précèdent la génération X, en fait. Je l'ai vérifié, parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a tout l'alphabet ou pas? Non, il y a les baby-boomers et XY, Z, alpha. Voilà, très, très grossièrement, ce que j'ai pu capter de tout ce qui s'est dit. J'en ferai de toute façon un travail écrit, donc ça demandera un peu de réflexion. J'insiste là-dessus parce qu'il y a eu on a quand même souvent entendu cette chose de la perte de la réflexion par ce passage, enfin ces allées et venues, ces multitâches que quand même nous pratiquons aussi. Voilà, même si nous ne sommes pas la génération Z. Est-ce que ça augmente quelque chose? J'ai entendu ça aussi plusieurs fois. Est-ce que c'est un plus augmenté? Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Spinoza sur sa définition du bonheur. Il dit que le bonheur, c'est une augmentation de la puissance d'exister. Est-ce que nos enfants, nos 6-10 ans, ne sont pas aussi là-dedans, dans ce choix que les générations des baby-boomers n'ont pas pu faire et ont tant souffert de ne pas pouvoir attraper eux-mêmes l'œuvre. Voilà, ces 6-12 ans les attrapent incessamment. Comment? Voilà, la question a été posée. Voilà, moi j'aimerais poser une petite question, peut-être une dernière. Est-ce qui aimerait avoir 10 ans aujourd'hui, avec tout ce qui a été débattu? On pourrait y réfléchir. Et vous pourrez y répondre peut-être sur Twitter avec le hashtag La Belle Saison. N'hésitez pas, faites-le. Merci Nathalie pour cette intervention. Merci Spinoza également. Une dernière intervention, un dernier mot de la fin en vidéo, regardons-le. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. La génération Z, je ne savais pas ce que ça voulait dire il y a 2 heures, donc je ne vais pas mourir idiote aujourd'hui. J'aimerais qu'on applaudisse et qu'on remercie chaleureusement nos invités. Raphaël Camus, il y avait aussi Romain Dubreuil, Nathalie Papin, notre grand témoin, Régine Montoya aussi qui a participé à ce débat. J'en profite aussi pour remercier aussi chaleureusement qu'ils m'ont accueilli et qu'ils vous ont accueilli toute l'équipe du théâtre de la scène nationale 61, aussi bien à la technique qu'à l'administration, mais également à la communication. Merci à vous toutes et à vous tous. Et Régine, un mot pour inviter peut-être les gens justement fidèles à votre tradition d'accueil. Eh bien, écoutez, maintenant, je vous propose, on va tous se rejoindre autour d'un verre et on va discuter des X, des Z, des Y et de l'alpha. Merci beaucoup. À bientôt.